Sans majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que les juges du Conseil d'État vont diriger la France? Comment le Conseil constitutionnel va pouvoir imposer sa loi et faire passer le budget? Allons-nous vivre une tyrannie judiciaire? À ces questions répondra Serge Federbusch, haut fonctionnaire et éditorialiste. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors on va parler politique, on va parler des juges. Est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir? C'est une thèse de notre ami Serge Federbusch, haut fonctionnaire éditorialiste. On va parler pendant plus d'une heure. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Vous voyez, c'est la lettre de cet été. Elle est là, elle est bien chaude, elle est magnifique. Nous accueillons en plus un nouvel auteur, François-Xavier Consoli. Son article est excellent. Allez-y, abonnez-vous. Vous cliquez sur le lien sous la description. Alors, dis-moi, cher Serge, j'aime bien le dire ça. C'est pour la diction en fait. C'est comme la phrase en allemand, tu t'améliores à chaque fois. Ouais. Voilà, t'as vu? Est-ce qu'on vit une période inédite? Certainement, oui, parce qu'il n'y a jamais eu de période où il y ait une telle fragmentation de la représentation nationale, avec en plus un président qui, du coup, ne sait plus trop où il habite, si ce n'est qu'il veut en fait agir en sous-main, même directement pour profiter du désordre et du chaos qu'il a créé lui-même pour essayer de reprendre justement la main. Donc c'est une période tout à fait inédite, sur fond d'ailleurs de crise financière, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les accommodements politiques sont possibles, mais il y a une chose qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire face au mur de l'argent, comme disaient les communistes dans le temps, à savoir le fait que la dette aujourd'hui est tellement ingérable que via Bruxelles, via Francfort, eh bien, un certain nombre de gens dans le jeu domestique interne, et en particulier Macron, vont essayer de reprendre la main, de faire pression sur les autres partis. Et donc, tout se mélange. Il y a à la fois des interférences étrangères, la pression de la question de la dette, et puis l'extrême division du pouvoir au sein de partis et entre tous les partis. Mais cette division, c'est un peu une sorte de retour à la 4ème République, parfois même à la 3e. Oui, alors la grosse différence justement avec la 4ème République, c'est que la 4ème République, c'était quand même un temps, sauf la première année pratiquement, ou les 2 premières années d'après-guerre, c'était un temps d'expansion, c'était un temps de désendettement. Même si il y avait pas mal d'inflation, c'était une inflation qui était plutôt saine. C'est-à-dire qu'en fait, ça permettait justement, de manière assez inodore et indolore, de régler la question des dettes. Donc il y avait de l'expansion, les gens trouvaient du boulot, il y avait un vrai plein emploi, pas le faux plein emploi de Macron, où en réalité beaucoup de jeunes ont les pires difficultés en ce moment. Donc c'est pas du tout le même contexte. Et ça va tout changer. Et en plus, il y avait, je dirais, une culture de une espèce de fluidité politique sous la 4ème République. Tandis que là, il y a les mauvaises habitudes de la 5e, à savoir le culte du chef, par exemple Mélenchon à gauche, qui vont vouloir justement imposer des choses, et puis, malgré tout, la réalité de l'émiettement des partis et de la 4e. Donc le mélange des deux et les ambitions présidentielles, un des gros problèmes auxquels va se heurter Macron et auxquels va se heurter le système, et là les éditorialistes et les analystes le disent pas suffisamment à mon sens, c'est que aussi bien du côté de Mélenchon que même du côté de Le Pen, il y a la volonté de provoquer le plus vite possible la démission de Macron.
parce que sinon, pour Mélenchon, par exemple, il y a une horloge biologique, une question aussi d'âge. C'est-à-dire qu'il ne peut pas attendre trop longtemps. 2027, c'est quand même très loin pour lui. Donc il va avoir la tentation, il fera tout pour torpiller tout arrangement, tout accommodement possible. Et donc il empêchera, autant qu'il le pourra, les socialistes ou les écolos d'aller frayer, d'aller pactiser avec les macronistes ou LR pour faire une majorité de circonstances. Ça sera le refus systématique. Ils refuseront de voter le budget, ils refuseront tout ce qui est essentiel pour provoquer la crise politique avec Macron. Donc il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue dans le cadre du système actuel. On est vraiment engagé dans une crise de régime. Mais justement, institutionnellement, le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue, quelles seraient les conséquences ? On ne peut pas voter la loi. Parce que la majorité relative, on peut la voter à la majorité relative avec l'abstention d'un certain nombre de députés, mais sur les textes essentiels, l'abstention est très difficile à vendre. Et surtout, en fait, de toute façon, le débat politique va porter, il va porter essentiellement sur la question de la loi de finances et du budget jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on est déjà aujourd'hui, normalement, si tout se passait correctement, il devrait y avoir une procédure budgétaire bien enclenchée. Le gouvernement aurait dû remettre des documents qui permettent aux députés d'apprécier la situation budgétaire réelle, et au mois d'octobre, normalement, tous les documents budgétaires, le projet de loi de finances et toutes les annexes devraient être sur la table. Et là, tel que c'est parti, on a les plus grands doutes sur la possibilité de respecter la loi de finances et les lois de finances pluriannuelles et les engagements vis-à-vis de Bruxelles. Et donc, on est dans une situation d'ores et déjà de crise. Et s'il n'y a pas de budget, et le budget, il sera très difficile à adopter. Justement, qu'est-ce qui se passe ? Toi qui viens de l'État, oui. Qu'est-ce qui se passe, ce qui n'est jamais arrivé, lorsque le budget n'est pas voté ? Voilà. Quelles sont les conséquences ? Est-ce qu'en effet, c'est une sorte de blackout comme en Amérique ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une espèce de flou juridique. Il y a un article de la Constitution, c'est l'article 47 de la Constitution qu'il faudrait que les gens commencent à lire, parce que ça va devenir au centre des débats, et moi je suis content qu'on puisse aborder ça un peu avant les autres. Donc il y a l'article 47 de la Constitution qui prévoit que si le budget n'est pas adopté dans des délais qui sont prévus, suffisamment pour que l'exercice soit enclenché au 1er janvier de l'année justement budgétaire, eh bien le gouvernement peut procéder par ordonnance. Mais encore faut-il qu'il y ait un gouvernement. Encore faut-il que le gouvernement n'ait pas été renversé. C'est-à-dire que le gouvernement, si gouvernement il y a la possibilité de procéder par ordonnance. Et là, c'est un peu flou, parce qu'il y a les ordonnances classiques dans la Constitution, où pendant un certain temps, il y a une loi d'habilitation que le Parlement autorise le gouvernement à prendre, en gros, des lois par décret, mais pendant un temps limité, avec ensuite la nécessité de faire avaliser tout ça par le Parlement. Mais sur l'article 47 et les ordonnances de l'article 47, il y a un grand flou, parce qu'on ne sait pas exactement comment ensuite, si ça rentre dans le cadre juridique justement de la validation après coup, qu'est-ce qui se passe si rien n'est voté ? Enfin, il y a un grand flou. On sait simplement qu'il y a cette possibilité de prendre des ordonnances, mais on ne sait pas ce qui se passe s'il n'y a pas de gouvernement, on ne sait pas ce qui se passe ensuite. Ça n'a pas été prévu par la Constitution, non, pas dans le détail. Par Michel Debré Il y a des lois organiques qui précisent un certain nombre de choses en particulier, mais toujours à condition qu'il y ait un gouvernement, sur le fait que le gouvernement demande au Parlement, en fait, l'autorisation de prélever les impôts, en gros les impôts de l'année précédente, et puis l'autorisation de payer les crédits, en gros les crédits de l'année précédente, dans les grandes lignes. Mais s'il n'y a pas de gouvernement, on revient toujours à la même chose, on revient toujours au même problème. Et en plus, c'est extrêmement flou. Donc c'est bien pour ça que je posais la question du rôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État dans cette situation. Justement, tu m'avais appelé et tu m'as donné cette thèse que je trouve excessivement intéressante. C'est la prise de pouvoir des juges sur la politique, en fait. Il faut comprendre qu'un magistrat, les juges sont là pour interpréter les textes. Et justement, si les textes étaient parfaits, si dans le moindre détail tout était prévu par la loi, on n'aurait pas besoin de juges. On saurait, dans telles circonstances, il y aurait des lois énormes, totalitaires pratiquement, et tout serait régi par les lois. Les juges sont là pour appliquer les lois quand le texte n'est pas suffisamment clair ou quand il y a des ajustements, parce que les cas d'espèce ne sont jamais tout à fait les cas d'école. Et donc, qu'est-ce qui va se passer justement dans l'hypothèse où il y a un gouvernement très faible, voire pas de gouvernement du tout, d'accord, pour faire face à la gestion de l'État, au fonctionnement de l'État. Alors, il y a deux
Là, je vais être un peu technique, mais c'est extrêmement important de il l'être. le faut. Il faut Parce que ensuite, sinon, on sombre dans le baratin de mauvais aloi et on raconte n'importe quoi assez rapidement. Et puis ensuite, on se dit, ah bah tiens, je n'avais pas prévu ça. C'est ce qui se passe, par exemple, pour ces benets, enfin, ils font semblant d'ailleurs de la France insoumise, qui semblent découvrir le scrutin à 3 tours avec 2 pour la présidence de l'Assemblée nationale, avec, là je fais une petite parenthèse, avec 2 tours à la majorité absolue et puis le 3e à la majorité relative. Enfin, la majorité relative, eh bien, c'est celui qui est en tête qui l'emporte. Et donc la victoire de Braun-Pivet, elle est logique. Elle est logique, c'est tout. Ils peuvent pleurer tout ce qu'ils veulent, mais c'est malheureux, mais elle est logique. Mais elle est logique, et puis c'est la logique du barrage, d'une certaine manière. Ils ont voulu faire barrage contre le Rassemblement national pendant les élections. Là, eh bien, il y a le barrage des macronistes et de LR contre eux. Donc, c'est pas l'appel de chouiner ou d'aller pleurer comme des madeleines. Ils ont simplement la monnaie de leur pièce. Ils ont le retour de bâton. C'est un effet boomerang, ni plus ni moins. Et cet effet boomerang, il est lié à l'application du texte. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour revenir à des choses plus importante que de savoir si c'est Braun-Pivet ou n'importe qui, ou Chassaigne qui préside l'Assemblée nationale, parce que de toute façon, c'est pas le président qui décide, qui fait les lois. Surtout que d'ailleurs, ça fait une voix de moins pour celui, pour le groupe parce qu'il n'a plus le droit de voter. Et donc, quand on est à une voix près, parfois c'est un peu emmerdant d'avoir une voix en moins. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un gouvernement qui expédie les affaires courantes, ou pas de gouvernement du tout, ou un gouvernement de techniciens qui est à la merci d'une motion de censure à n'importe quel moment? Bon, eh bien, il se contente de prendre des décrets. Voilà, il va gouverner par décret, par règlement en Conseil des ministres, ou des règlements simples, avec le président de la République qui, quand il s'agit des décrets importants, au Conseil des ministres, préside et peut paralyser les choses assez largement. Donc il va gouverner par décret, et pour essayer de faire fonctionner l'État, le décret peut avoir tendance à être illégal, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des décrets qui empiètent sur le domaine de la loi. Et c'est là qu'apparaît le Conseil d'État, dont le rôle, normalement, c'est d'empêcher que le pouvoir réglementaire empiète sur la loi. C'est-à-dire que le gouvernement s'arroge des pouvoirs du législateur pour décider de choses qui relèvent véritablement du domaine de la loi, c'est-à-dire les choses les plus importantes. Il y a l'article 34 et 37 de la Constitution qui fait la différence entre les choses les plus importantes, la loi, le Parlement, et les choses moins importantes, le décret et le gouvernement. Donc, eh bien, le Conseil d'État, il peut agir d'une certaine manière un peu comme il veut, c'est-à-dire il peut fermer les yeux ou tolérer des empiètements qu'il ne tolérerait pas dans des circonstances normales. Donc, il peut y avoir une espèce de jeu d'accommodement, de renvoi d'ascenseur, mais ça place à ce moment-là les juges administratifs au centre du dispositif. Il faut se souvenir, alors c'est peut-être un mythe, mais bon, il y a plusieurs personnes qui l'ont rapporté, qu'au dernier conseil des ministres présidé par Mitterrand, avant qu'il ne quitte l'Élysée, donc en 1995, il a tenu à faire une déclaration en disant une seule chose. Je veux dire, la dernière chose que je dirais avant de quitter le pouvoir, c'est méfiez-vous du gouvernement des juges. D'accord, c'est la dernière chose qu'aurait dit, et plusieurs personnes ont témoigné, Mitterrand avant de quitter le pouvoir, et il avait quand même une très longue expérience, aussi bien de la 5e que de la 4e. C'était certainement l'homme politique de France le plus expérimenté quand il a quitté le pouvoir. Donc, c'était pas une phrase qui est arrivée comme ça, à partir de rien. Il sait bien que quand la nature a horreur de vide, la nature politique aussi, et quand il y a vacance du pouvoir, à ce moment-là, il peut y avoir des compromis, des accommodements qui sont pas. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire peut devenir un pouvoir législatif. C'est-à-dire qu'il peut autoriser ce qui lui ira bien, rien ni plus ni moins, dans des décisions, dans des décrets qui seraient pris par le gouvernement et qui, en réalité, sur le fondement de grands principes, de principes reconnus par les lois de la République, de principes généraux du droit, parce qu'il y a une catégorie qu'on appelle les principes généraux du droit qui entrent dans la jurisprudence, et bien sur le fondement des principes généraux du droit, pour faire face à une situation d'urgence, par exemple, pour faire face à la nécessité de faire fonctionner l'État, les services de secours, par exemple. On peut imaginer que s'il y a une crise des urgences encore en France, comme il y avait eu, et bien que le gouvernement commence à empiéter, à aller très loin dans l'utilisation des crédits, ou bien alors l'organisation en fait, du service public hospitalier, au-delà peut-être des compétences purement réglementaires, et tout ça sur le fondement de la nécessité de faire fonctionner
justement l'État. On peut inventer n'importe quel principe général. Bon, c'est le rôle d'ailleurs du magistrat et de la jurisprudence. Et c'est encore plus vrai du Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel, lui, il intervient quand c'est la loi qui fait défaut. Mais alors là, c'est-à-dire que le Parlement ne peut pas donc légiférer et le gouvernement ne peut pas du tout empiéter sur son terrain d'action. Par exemple, en matière budgétaire. Je disais tout à l'heure qu'ils vont utiliser des ordonnances, probablement, si jamais le budget n'est pas voté à temps. Le gouvernement va prendre des ordonnances, c'est là, effectivement, des sortes de lois, mais prises par le gouvernement. Mais le Conseil constitutionnel, dans des conditions qui ne sont pas très claires, d'ailleurs, pour les ordonnances de l'article 47, parce qu'il n'y a pas de précédent, peut parfaitement, s'il est saisi par 60 députés, 60 sénateurs, le président de l'Assemblée ou le président du Sénat, dire oui, non, peut-être, mais ils vont complètement cadrer le rôle du gouvernement dans le cadre de ces ordonnances. Parce qu'il y a un silence, il y a une absence de précision des textes constitutionnels. Donc on va se retrouver avec une espèce de mélange un peu, effectivement, inédit de gouvernement des juges, de gouvernement du gouvernement de ce qu'il en restera, de parlement qui parfois votera, parfois ne votera pas. À mon avis, il y aura des censures très fréquentes. Il y aura une censure. Si demain, par exemple, LR plus une partie des socialos, un tout petit peu de Verts, arrive à présenter un gouvernement, avec les macronistes, à mon avis, il y aura sans aucune difficulté une alliance des insoumis, de la majorité des Verts, d'une grosse partie des socialos, et puis du Rassemblement national, pour immédiatement voter une censure. Donc on va se retrouver sans gouvernement. Et donc, dans ce contexte-là, il peut y avoir un petit bout certaines lois qui seront quand même votées par le Parlement, mais très peu. Le gouvernement tel qu'il existera, qui prendra quelques décrets, et puis le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État qui autoriseront ou n'autoriseront pas. Le tout dans un contexte de crise budgétaire ouverte, parce que évidemment Macron va se servir de Bruxelles et de Francfort pour essayer de prendre à la gorge ses opposants en France en disant maintenant il faut voter le budget. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'en fait Macron, ce sera Macron le vainqueur en fait. Non, il ne sera pas. Non. Parce que regarde, Brand-Pivet a été réélu. Gabriel Attal, même s'il n'a pas grand pouvoir aujourd'hui, il est toujours là. On a l'impression que d'avoir mis en minorité les macronistes, ça n'a rien changé, quoi. Oui, c'est une fausse impression. Braun-Pivet, c'est lié je l'ai dit, c'est le retour du boomerang, c'est lié à un mode de scrutin. Il ne faut pas penser, c'est pas une alouette qui fait le printemps. Donc Braun-Pivet, c'est pas l'alouette qui va faire le printemps du retour du macronisme. Pas du tout, parce que quand il va y avoir véritablement à voter pour un gouvernement, à voter pour le budget ou à voter sur les lois, là, il n'y a pas de troisième tour à la majorité relative. C'est effectivement la majorité relative en théorie, sauf que là, il va y avoir une opposition beaucoup plus claire, une opposition beaucoup plus nette, et là, le RN n'hésitera pas à faire alliance avec la France Insoumise pour refuser la loi ou faire tomber le gouvernement. Donc, c'est pas du tout ça qui va se passer. Ce que je crois dans cette opération, c'est que Macron, au départ, savait qu'à la fin de l'année, il allait à la fracasse avec le budget. Donc, il a dissous pour préférer anticiper les choses, et il pensait que le RN aurait soit une majorité, au vu des résultats des européennes, aurait soit une majorité, soit serait pas loin de la majorité, et que donc il pourrait recomposer progressivement les choses, que la peur finalement du grand méchant facho viendrait après les élections, qui pourrait recomposer les choses en utilisant cette peur, en prenant des voix des députés socialistes, etc., et en recomposant progressivement une majorité autour du macronisme, même s'il était très réduit, des socialistes, etc., etc. Mais là, il a été pris de court, comme tout le monde d'une certaine manière, par le très bon score de la France Insoumise et du Front Populaire. Et donc, son image, comme il a eu besoin de ces voix-là pour sauver ses députés en grande partie, son image est quand même liée à la gauche et au barrage soi-disant républicain, etc. Donc il ne peut pas du tout se refaire une virginité de ce point de vue-là. Et puis, surtout, le RN reste un opposant pur et simple, pur et dur, qui va bénéficier forcément de plus en plus de l'écœurement que les Français vont ressentir vis-à-vis du système politique. Donc, d'une certaine manière,
Il s'est pris les pieds dans le tapis, Macron aussi. Il faut comprendre que dans une situation de crise, tout le monde se prend les pieds dans le tapis. C'est ça une vraie situation de crise, c'est-à-dire que le grand Machiavel qui tire les ficelles, qui voit le coup 3, enfin le jeu 3 coups, ça n'existe pas. C'est pas Macron, ça. Bon, en plus, c'est pas lui. Macron, et puis c'est personne. Le plus malin de la bande, très honnêtement, ça m'arrache la bouche de le dire, c'est Mélenchon. Parce que quand même, en 2022, il a réussi à nous éviter une majorité de Macron, de députés macronistes au Parlement, en faisant le tour de force de la NUPES. Là, il a réussi le nouveau tour de force du Front Populaire. Il a réussi quand même à repasser, on lui prédisait 120 députés au total pour le Front Populaire, ils en ont 180, 190. C'est quand même une sacrée victoire. Bon, mais... Oui, mais le Front Populaire peut aussi se disloquer. Là, on voit que... mais tout va se disloquer. Le seul groupe qui est vraiment très uni, très stable, droit dans ses bottes, c'est le RN. Les autres, le Front Populaire, déjà, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Chez LFI, il y en a certains qui ont foutu le camp. Les socialos, alors là, n'en parlons pas, il y a toutes sortes de sensibilités. Les écologistes, c'est la même chose. Bon. Donc tout est fragmenté. Tout. Et ça va être la force du RN, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est les seuls qui vont pouvoir parler de manière véritablement audible, parce qu'il y a un chef, on prend une position, eh bien ça s'applique et personne ne mouffe. Est-ce que ce gouvernement provisoire qui est encore à la tête de l'État, d'ailleurs, est-ce que juridiquement, c'est possible que M. Gabriel Attal soit Premier ministre et président de groupe à l'Assemblée nationale? Tiens, déjà, est-ce que ça, c'est pas quelque chose d'illégal, déjà? Ah bon, bah justement, ça va illustrer... Parce qu'il y a un nombre de ministres qui sont et ministres alors, et députés. évidemment, ça va illustrer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, normalement... La question, c'est est-ce qu'un gouvernement qui a remis sa démission au président et que quand le président a accepté la démission et que donc le gouvernement est démissionnaire, est-ce que les membres du gouvernement retrouvent la plénitude de leur pouvoir, en gros, d'élus et de députés? Bon, mais qui va trancher ça? Si c'est soumis au Conseil constitutionnel, ça va être le Conseil constitutionnel, justement. Mais justement, personne ne fait rien là-dessus. Mais alors, non, la LFI prévoit de soumettre ça au Conseil constitutionnel. Moi, je vais te dire, je suis assez tranquille là-dessus. Comme le Conseil constitutionnel va vouloir calmer le jeu et qu'en plus, ils sont quand même on voit qui c'est, c'est Fabius, c'est Juppé, c'est des gens comme ça. Donc, ils sont macrono-socialos, tendance extrême centre. Bon, et pro-immigration, pro-truc, pro-machin. Donc, ça aboutira à ce qu'ils seront renverrés le LFI sera renvoyé dans ses buts et qu'ils diront que oui, dans le cadre d'un gouvernement démissionnaire qui a remis sa démission au président et que la démission a été acceptée, eh bien, il ne peut qu'expédier les affaires courantes. En gros, c'est plus vraiment un gouvernement. Donc, il retrouve la plénitude de ses droits de vote. Donc, moi, je suis sûr, pas à 100%, mais à 95%, que le Conseil constitutionnel, s'il est saisi, d'abord, il faut qu'il accepte qu'il soit compétent. Il avait dit une fois qu'il n'était pas compétent sur la désignation du président de l'Assemblée nationale, donc il faut qu'il accepte qu'il dise qu'il est compétent. Peut-être qu'ils diront qu'il n'est pas compétent pour statuer là-dessus. Et s'il le dit, s'il dit qu'il est compétent, à mon avis, il dira que c'est conforme à la Constitution. Voilà. Non, donc en gros, ils font ça pour amuser la galerie et la fille. Je ne pense pas qu'ils croient à la possibilité pour leur recours de l'emporter. On a des personnes qui, en même temps, seront dans les deux pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif et le législatif. Mais non, parce que justement, ils te disent qu'ils ne sont plus dans l'exécutif puisqu'il n'y a plus d'exécutif réellement. L'expédier les affaires courantes, c'est et s'il y a le feu, il prévient les pompiers, c'est tout. Normalement, tu n'as plus le droit t'as plus la moindre initiative. Tu peux plus prendre de décret. Oui, mais ils siègent encore dans leur ministère, ils toucheront leur paye de ministre, j'imagine. Normalement, non. Quand tu es député, tu as un mois. Non, mais pendant un mois, tu as un mois pour mettre au clair ta situation. Au bout d'un mois, tu es payé par l'Assemblée et plus par aucun autre. Donc, voilà. Dans un mois, il y aura plus de gouvernement. En tout cas, ils seront plus normalement. Ils terminent. Bon, il faut voir comment c'est. Je ne suis pas sûr à 1000% de ça, mais dans mon souvenir, ils vont être payés au mois de juillet, voilà, parce que le mois est engagé, etc. Et puis ensuite, c'est terminé. Ils seront payés par l'Assemblée nationale. En tout cas, quand dans la loi on raisonne souvent par analogie en matière juridique, dans la loi qui prévoit le cumul des mandats, l'interdiction du cumul des mandats, quand quelqu'un est élu député et qu'il ne peut pas, par exemple, qu'il est maire d'une grande ville, ou président d'un conseil général, etc., ou député et sénateur, et qui choisit le Sénat, ou au contraire le Sénat, l'Assemblée nationale, eh bien, pendant un mois, il est prévu qu'il continue d'être payé. Au bout d'un mois, il est payé par son nouveau mandat, et puis c'est tout. Il perd les indemnités du mandat qu'il n'a plus le droit d'exercer. Est-ce que cette instabilité politique
peut amener des conséquences tragiques. Par exemple, je sais pas moi, une attaque, je sais pas moi, des marchés sur la France, une guerre civile. Bon, alors là, on a eu les dernières émeutes alors qu'il y avait un gouvernement. Bien sûr, Donc, mais c'est le problème. Quand on n'a pas de gouvernement, ou un gouvernement très fragile, ou qu'on n'a pas de majorité, d'accord, et qu'on a une espèce de gloubil-boulga techno-juridictionnel, hein, où finalement un petit peu de juridiction, un petit peu de gouvernement, un petit peu de parlement, dans un climat d'instabilité totale, sur fond de crise financière, gère les choses. Quel est le problème ? Le problème, c'est que cette espèce de situation statique est faible face à des événements imprévus. Donc, si la racaille de banlieue recommence, comme elle a fait il y a à peu près un an, maintenant un peu plus d'un an, à foutre le feu partout, parce qu'un petit con se fait buter à un moment, voilà, s'il y a n'importe quoi, un attentat important, une crise migratoire, imagine... S'il y a les JO, il se passe quelque chose de grave pendant les JO. Alors normalement... Qu'est-ce que fait le ministre de l'Intérieur ? Normalement, tant que bon, il n'y a pas de gouvernement, Attal est censé et Darmanin sont censés expédier les affaires courantes. Oui, mais ça, c'est pas l'affaire courante. Oui, non, c'est pas les affaires courantes. Justement, c'est un grave problème. Et donc, on peut considérer que les affaires courantes, ça va aussi jusqu'à la répression des émeutes et des troubles. Et si c'est pas bon, à mon avis, ils ordonneront au CRS, etc., d'agir. C'est quasi sûr. Et alors ensuite, il peut y avoir des recours. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, il y a des recours sur l'usage de la force. Ça va devant le Conseil d'État. Sur les atteintes à liberté publique, ça va devant les juges judiciaires avec la Cour de cassation dont on n'a pas parlé, mais qui, in fine, va dire son mot. Et donc, justement, à chaque fois, on a le juge qui va intervenir derrière, parfois en référé, c'est-à-dire que ça va parfois très vite. C'est pas au bout de 3 ans que les décisions sont prises. Donc, on est vraiment dans cette situation-là. Mais le gros problème, c'est qu'on perd en efficacité. C'est sûr qu'on perd en efficacité. Et prenons l'exemple d'émeutes. Darmanin dit, ou pas Darmanin, il n'y a plus personne à Beauvau. C'est vraiment, voilà, la police est livrée elle-même. Qu'est-ce qui se passe ? La police, à mon avis, elle ne va pas se laisser faire. Quand les gens vont commencer, s'il y a des émeutes, des mecs qui vont commencer à leur lancer des boulons ou des trucs plus graves ou leur tirer dessus, ils vont répliquer. Et il y aura des morts, par dizaines peut-être. Donc, à un moment ou un autre, la nature reprend ses droits, la légitime défense va reprendre ses droits, et puis la police va réagir. Et là, on entre typiquement dans une situation de crise ouverte du pouvoir, de semi-guerre civile et de situation pré-révolutionnaire. Moi, je crois qu'on est entré dans cette situation. Je pense réellement, je l'avais écrit dans un bouquin, on en avait parlé il y a 10 ans, qu'on est entré dans une situation pré-révolutionnaire et que ça va s'accélérer avec la dimension ordre public, la dimension financière. Quand on voit comment les pouvoirs s'effondrent en France depuis 2 siècles, en gros, depuis 1789, et on peut remonter parfois plus loin, on verrait que ça s'est déjà passé même sous la monarchie. Eh bien, il y a quand même 2 facteurs principaux. Il y a le facteur financier, quand ils n'arrivent plus à payer, il n'y a plus d'argent dans les caisses, puis il y a le facteur ordre public, quand ils n'arrivent plus à réprimer les émeutes, ou quand ils n'osent plus les réprimer. En 1830, d'accord, ou en 1848, le pouvoir s'est effondré. Pourquoi ? Parce que la royauté, la Restauration ou la monarchie de Juillet n'ont pas osé. Ils savaient que, ils auraient pu envoyer Bugeaud tirer sur la foule, etc. Ils ne l'ont pas fait. Le roi ne l'a pas fait parce que, d'abord, il n'était pas sanguinaire, il aimait quand même son peuple, et puis deuxièmement, il a surtout anticipé le retour de Macron. Oui, mais quand on fait ça, si on fait tirer sur la foule, ensuite, Macron a fait tirer au LBD sur les gilets jaunes. Oui, il peut faire tirer au LBD, mais pas armes réelles. Bon, et puis, il y a eu des éborgnés, c'était dur. Moi, j'étais aux premières loges, j'ai vu ce que c'était. Mais c'est pas du tout la même chose que de laisser 30 ou 50 mecs sur le carreau. Là, c'est la révolution. Et puis, au bout d'un moment, si c'est doublé, car Macron, comment a-t-il fait pour juguler les gilets jaunes ? Il a réprimé, mais il a donné de l'argent aussi. Ils ont donné entre 20 et 30 milliards d'euros. Ils ont rouvert les caisses. Bon, là, il n'y aura plus de caisses à ouvrir. Si la répression se fait au moment où, en plus, l'État ne peut plus payer les fonctionnaires, les pensionnés ou les allocs dans les banlieues, ça ne va plus du tout être la même musique. Bon, il y aura des gens qui s'en foutront, parce que les révolutions, elles sont faites par des desperados.
des gens qui au bout d'un moment, ils s'en moquent. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent prendre une balle dans la peau, ils s'en moquent, ils montent sur la barricade et ils y vont. C'est ce qui a fait défaut aux Gilets jaunes la dernière fois, c'est-à-dire qu'à un moment, les gens n'ont pas osé vraiment essayer de prendre l'Élysée ou d'être vraiment Ils ont pu méchants. le premier jour. Bon, Parce qu'ils y sont arrivés, ils étaient à 20 mètres, bien c'était place entendu, Beauvau. bon, voilà. Mais, ensuite, le pouvoir s'est restructuré. Mais il y avait quand même, je l'ai vécu moi-même directement, il y avait quand même, au bout d'un moment, la crainte, la peur, qui est d'ailleurs légitime. C'est normal qu'on ait peur, les gens n'ont pas envie de se faire trouer la peau. Bon. Mais si à un moment ou un autre, il y a des gens plus jeunes et plus tête brûlée qui sont à la tête du mouvement, et ben là, ça peut tourner tout à fait différemment. Et puis ensuite, voilà. Est-ce qu'on peut assister à la fin de la Ve République ? Ah oui, bien sûr, oui. Mais moi, je pense qu'elle a déjà commencé. Je pense que là, ils n'ont plus... il y a toujours un scénario central et puis des scénarios périphériques. Voilà. Le scénario central, à mon avis, c'est que Mélenchon et Le Pen vont faire tout ce qu'ils peuvent pour faire dégager Macron. Il y aura des censures à répétition, il n'y aura pas de gouvernement, il y aura une intervention de Bruxelles et Francfort sur le thème français, bande de cigales, serrez-vous la ceinture, maintenant ça suffit, les conneries, et reprenez le contrôle de vos dépenses, que Macron va essayer d'utiliser. Et un scénario peut-être à la Grèce, à la Tsipras, mais ça ne se passera pas comme ça, parce que d'une certaine manière, Mélenchon, il est plus roublard et il est plus méchant que Tsipras ou Varoufakis. Et puis la France, c'est pas la Grèce, on a beaucoup plus de moyens de résister à ça. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est le chant du cygne de la Ve République a déjà commencé à retentir. Est-ce que ça pourrait être remplacé par une constitution de juges ? C'est-à-dire les juges prennent un pouvoir et ça devient 1984 ? Non, ça dure jamais très longtemps. Le scénario central, à nouveau, c'est qu'après ça, parce que les juges, c'est combien de divisions, hein, ils n'ont pas non plus, c'est pas eux qui envoient l'armée ou la police tirer. Donc, la séparation des pouvoirs, d'une certaine manière, là, leur est pleinement applicable. Donc, ce qui se passera, c'est qu'à un moment ou un autre, il y aura effectivement une période révolutionnaire qui peut durer un temps difficile à prévoir, avec à la fin, et c'est à chaque fois la même chose, il y a un groupe quelconque ou un individu quelconque qui finissent par emporter le morceau. Hein, c'est Bonaparte, peu importe, et stabiliser le système par un régime autoritaire. Ou Napoléon III, c'est toujours comme ça, donc ça se terminera en régime autoritaire. Ça ne peut pas être autrement, de toute façon. Ça ne peut pas être autrement. Non, ça ne peut pas être autrement. À la fin, dans une période de troubles, ça se termine toujours par un régime autoritaire. Et c'est pas vrai qu'en France. C'est vrai en Russie en 1917, c'est vrai partout. Donc ça a commencé par les sociodémocrates, ensuite il y a eu Lénine, et à la fin il y a eu Staline. Donc c'est vrai dans tous les systèmes. C'est-à-dire qu'on sortirait de la démocratie aujourd'hui n'est pas vraiment optimale, mais on sortirait de ça, quoi. On sortirait... je dirais que les atteintes à la démocratie auxquelles on a habitué les Français depuis un certain temps, parce qu'il y en a eu quand même un certain nombre, ainsi qu'à la liberté d'aller et de venir, entre le Covid ou maintenant les QR codes, alors là je viens d'expérimenter le QR code JO, mais alors c'est démentiel. Il y a une caste de politiciens qui prennent un plaisir vicieux à pourrir la vie des gens et à sentir leur puissance en imposant des règles. Parce que le vrai principe de la dictature, quand on lit Orwell ou des auteurs bien plus anciens, c'est de placer la population dans l'incertitude. Tu ne sais jamais si tu as le droit de faire un truc ou pas. C'était ça avec le Covid. Mais est-ce que j'ai le droit d'être ici ? Est-ce que j'ai le droit d'être là ? Est-ce que j'ai bien coché la bonne case ou pas ? On te fait vivre dans la peur et l'incertitude parce que c'est cette peur et cette incertitude qui est la clé de ta domesticité. Et donc, bien évidemment, il y a une acclimatation progressive à un régime illibéral. On parle déjà d'illibéralisme. Mais entre le régime illibéral et la franche dictature, ensuite, c'est plus une question de nature, c'est une question de degré. C'est tout. Déjà, les élections où finalement tu votes alors que ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien. C'est pas tellement Braun-Pivet. Ce qui se passe actuellement, c'est que le vote ne sert à rien. Parce qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de... Et donc, si le vote ne sert à rien, et si le vote qui ne sert à rien, c'est l'étape ultime avant le vote qui disparaît. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise,
anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.